À l'écoute de la petite enfance. Bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ici Camille Desrochers et je serai avec vous pour la prochaine heure accompagnée de mon invité. Vous pouvez retrouver le balado sur Spotify, Apple Podcasts ainsi que YouTube en format audio. Pour rester à l'affût des nouvelles, vous pouvez également suivre les pages Instagram et Facebook d'À l'écoute de la petite enfance. 14e épisode aujourd'hui où l'on aborde un sujet très intéressant étant donné le grand nombre de personnes qui vont recevoir ce diagnostic au cours de leur vie. Dès la petite enfance, nous pouvons observer des traits typiques de ce trouble et le diagnostic peut même y être posé. On aborde le trouble du spectre de l'autisme, communément appelé le TSA, qui englobe aujourd'hui les troubles autistiques, le syndrome de l'Asperger et le TED non spécifié. Pour nous aider à démystifier le tout aujourd'hui, on a Anne-Marie Fournier, technicienne en éducation spécialisée. Bonjour Anne-Marie et bienvenue sur le balado. Bonjour Camille, merci de me recevoir. Mais ça me fait un grand plaisir, ça va bien? Oui, toi? Oui, donc je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui justement pour nous parler là, du TSA, que comme j'ai dit là, un petit peu plus tôt, c'est quand même un trouble qui est courant, hein? Donc, et qu'on peut diagnostiquer là, dès la petite enfance. Mais avant qu'on plonge vraiment dans le sujet, j'aimerais que tu nous parles en fait de toi. Qui est Anne-Marie Fournier? Oui, donc Anne-Marie Fournier, je suis éducatrice spécialisée. Je suis de Trois-Rivières. J'ai fait mes études au collège La Flèche. Puis en fait, là, l'éducation spécialisée, ça m'a toujours parlé depuis que j'étais au secondaire, même petite, là, je réglais les problèmes de mes amis dans la cour d'école. Puis c'est ça, j'ai été acceptée au collège La Flèche, j'étais très heureuse. Puis en fait, là, la DITSA m'a toujours très parlé aussi là, comme clientèle. On parle de DI, juste pour spécifier pour les gens à la maison, là, c'est dans le fond, c'est la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme. Exactement. Oui. Puis, en fait, pendant que j'étais au Collège La Flèche, là, comme travail étudiant, j'ai travaillé dans des maisons de répit en DITSA et à l'adulte. Puis, j'ai aussi travaillé là, à la maison de la famille comme pour faire des supervisions de contact. Puis, mon premier stage en éducation spécialisée, je l'ai fait à l'école primaire. Et mon dernier stage, je l'ai fait en DITSA à Louisville. Puis, c'est comme ça ensuite que j'ai eu mon emploi d'aujourd'hui, dans le fond, en DITSA. Mais maintenant, je suis au point de service de Shawinigan. Et tu es avec la clientèle, je crois, là, justement, toi, tu es avec la clientèle de la petite enfance. Oui, exactement, je suis à l'enfance. Puis, question comme ça, dans le fond, là, la technicienne en éducation spécialisée, donc toi, tu as la technique, ceux qui ont le bac, c'est des éducateurs spécialisés, ceux qui ont la maîtrise, c'est les petits co-éducateurs, mais toi, tu es sur le terrain, dans le fond. En tant que technicien en éducation spécialisée, tu fais beaucoup de... tu vas sur le terrain, tu vas dans les milieux, tu vas vraiment faire les suivis avec les enfants. Là. Oui, puis tu sais, c'est moi qui vais faire la mise en application aussi du plan d'intervention. Oui. C'est sûr que pour le plan d'intervention, ben des fois, on va avoir orthophonistes, ergothérapeutes là, qui vont aussi faire la mise en action avec nous, qui vont y participer. Mais oui, c'est moi qui va faire le plan d'intervention, qui va le mettre en action surtout. Fait que, oui, j'ai aussi, par exemple, un petit peu de clinique. Là, tu sais, je peux faire des bilans, des notes évolutives aussi. Là. Fait que j'ai un petit peu de clinique, mais c'est pas les mêmes tâches que la psychoéducatrice. Là. Donc, ça, c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un, justement, qui est dans l'action sur le terrain. Non, mais ça, tu sais, la rédaction, c'est super important. Mais des fois aussi, de voir là, vraiment sur le terrain, quelqu'un qui passe la plus grande partie de sa journée sur le terrain, c'est très pertinent à avoir. Donc, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Puis, je tiens à dire aussi que tu étais quand même emballée là, de venir nous parler de ça. Tu sais, c'est un sujet qui te parle. Puis, c'est ce que j'aime, en fait, recevoir des gens qui sont passionnés là, de ce qu'ils font. Donc, c'est toujours plaisant, je pense, pour nous, à la maison, de voir qu'il y a des intervenants du Québec qui ont leur passion pour leur métier. Donc, bon, là, j'ai assez lancé de fleurs. Non, mais tu peux continuer, Camille. Non, mais pour bien comprendre, je pense, l'épisode, là, la première étape va être vraiment de saisir c'est quoi, en fait, le trouble du spectre de l'autisme. Fait que je te laisserai nous dresser peut-être un petit portrait, là, en fait, la définition, ce que ça englobe, les prévalences. Parfait. Alors, là,
je vais pas toujours dire le trouble du spectre de l'autisme, je vais vraiment abréger en disant TSA, OK? Oui. Ça va être plus rapide comme ça. Alors, le TSA, c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche principalement la communication socio-émotionnelle, donc réciprocité sociale combinée avec la présence d'intérêts restreints et stéréotypés. L'origine est majoritairement génétique, mais qui dit génétique, ça ne veut pas dire nécessairement hérédité. Fait que, ce qui veut dire qu'à ce jour, il y a encore des recherches qui se font sur le TSA, à savoir de comment les enfants Le développe? le développent, exactement. OK. Non, c'est ça, parce que c'est quelque chose, en fait, qui est un peu comme la trisomie 21. Tu sais, on sait c'est quoi la source, mais pourquoi, tu sais, comment que ça fait que ça se développe, c'est pas encore quelque chose qu'on a réussi à saisir. On le sait que c'est à cause qu'il manque en fait, c'est un de plus, un chromosome de plus. Oui, exactement. Mais encore là, pourquoi, c'est quoi le cheminement qui arrive à ça, on le sait pas. Oui, exactement. Fait qu'il y a toujours aujourd'hui des recherches qui se font par rapport à ça. Puis, dans le fond, au niveau du TSA, là, il y a 2 domaines qui l'englobent. Fait que le premier domaine, c'est le déficit de la communication et des interactions sociales. Donc, au niveau des critères, c'est la réciprocité sociale et les émotions, un déficit des comportements de communication non verbaux et inciter d'établir et entretenir des relations. OK. Et le deuxième critère, c'est caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et activités. Donc, les critères, c'est caractère stéréotypé du langage et comportement, intolérance, résistance au changement, intérêt restreint et fixe, hyperactivité ou hyporéactivité aux stimulations sensorielles. Ouais. En général, c'est ça que ça regroupe, là, le TSA. Puis, est-ce qu'on sait environ c'est quoi le pourcentage de personnes, d'enfants qui développent, en fait, ou qui sont diagnostiqués? Pour le syndrome de l'Asperger, par exemple, il y a des gens qui ne seront jamais diagnostiqués parce que c'est un trouble, des fois, qui est un peu plus subtil. On va dire, la personne a certaines restrictions, elle va avoir peut-être des petites manies ou des intérêts très, 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 très spécifiques sans que ça soit, finalement, un diagnostic soit posé. Donc, je sais que ça doit être difficile d'établir une prévalence dans le cas du TSA, notamment à cause de ça. Mais est-ce qu'on le sait, là, c'est quoi à peu près le pourcentage de population qui sont diagnostiquées? Écoute, j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé dans plusieurs livres, Internet et tout. Puis là, le dernier pourcentage que j'ai trouvé, là, c'est selon l'enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes. Ils disent qu'un enfant ou jeune canadien de 1 à 17 ans sur 50, donc 2,0 %, avait reçu un diagnostic TSA. Mais c'est quand même, c'est une belle recherche, là. C'est une recherche scientifique qu'on reconnaît ici au podcast. Ouais. Puis, mais quand même, c'est 2 2 de la population, dans le fond, qui vont recevoir un diagnostic entre 1 et 18 ans. Donc ça n'empêche pas non plus les diagnostics tardifs. Oui. Puis, ça disait que la prévalence la plus élevée, c'était parmi les 5 à 11 ans. Donc, 1 sur 40, 2,5 %. OK, quand même. Donc, essayez de nous dresser là, vraiment un beau portrait qui nous présentait les caractéristiques principales, en fait, du TSA. Mais si on se plonge directement le plus en petite enfance, donc dans le 0-5 ans, c'est quoi les manifestations, les signes qu'on va le plus souvent observer? Oui. Alors, on va observer un contact visuel pauvre, des rigidités alimentaires souvent, une hypersensibilité ou une hyposensibilité, une résistance au contact physique souvent, un intérêt pour les jeux répétitifs, une tendance à adopter des mouvements inhabituels comme stéréotypés, des troubles du sommeil, quand l'enfant ne réagit pas à l'appel de son nom aussi souvent, interagit peu avec les autres, joue en parallèle, tolère mal les sorties, changements. Et en fait, là, quand on nomme un TSA non-verbal, donc il développe peu ou pas de capacité à s'exprimer. Oui, en effet. Puis, juste pour les gens à la maison, là, est-ce que tu peux nous définir des fois hypo et hypersensoriel? Oui. Hypersensoriel, c'est quand l'enfant va avoir des très grosses réactions face à exemple, au toucher, à des... Lorsque ça touche ses 5 sens, dans le fond. Donc, une Exactement. odeur forte, un bruit fort, un toucher, une texture, un goût fort, dans le fond. Il y a de la difficulté là, avec c'est au niveau vraiment de ses 5 sens, les réactions à ses 5 sens sont très fortes. Oui, exactement.
Puis au niveau d'hyposensoriel, pardon. Ben, c'est quand il va, au niveau des 5 sens, il va peu le ressentir. C'est le contraire, en fait. Puis je sais pas si... j'ai déjà vu des enfants qui étaient en recherche de sensations. Oui. Donc ça rentre dans l'hypo. Oui, exactement. Ça Donc, peut. Ouais. C'est ça, des enfants qui vont venir chercher, là, qui vont frotter fort une texture ou peu importe, parce qu'on dirait qu'ils veulent aller chercher la sensation de la texture parce que c'est difficile pour eux à aller Exactement. chercher. Donc, voilà. Puis, au niveau aussi, des fois, tu as parlé aussi des gestes, des mouvements stéréotypés. Ça, on parlait de flapping. Oui, hein, donc, exactement. Le flapping, là, c'est un qui ressort beaucoup, beaucoup, mais il peut avoir différentes formes de flapping. Mais tu sais, flapping, on parle vraiment, là... l'enfant va faire un mouvement des bras de haut en bas. Ouais. Ou j'ai aussi vu des enfants, là, que c'est comme s'ils ont des petits chocs électriques dans leur corps. Fait que, oui, flapping, on le voit beaucoup. Sinon, au niveau des doigts, ils vont faire comme des petites vagues avec leurs doigts devant leurs yeux. Fait que ça aussi, c'est une manière. Puis sinon, c'est vraiment des bons exemples. Est-ce qu'il y en a d'autres, là, comme tu as nommé le contact visuel pauvre? Est-ce que tu veux un peu définir un peu c'est quoi ça? Oui, exactement. Donc, le contact visuel pauvre, c'est quand, exemple, que tu vas te mettre à la hauteur de ton enfant puis que tu n'auras pas son contact visuel. Donc, il ne te regardera pas dans les yeux. Tu vas voir, il va dévier le visage ou tu vas voir sur une photo. Tu sais, souvent, les parents vont montrer des photos de leur enfant et là, tu vois l'enfant sur la photo, tous les enfants regardent l'appareil, mais l'enfant, il regarde complètement ailleurs ou un ami va venir leur parler, il va dévier encore le regard vers un autre sens. Fait que c'est ça vraiment où, tu sais, souvent, j'ai des parents qui me disent « Ah, quand il était bébé, tu sais, je le regardais, tu sais, exemple, dans sa bassinette, puis, tu sais, je voyais qu'il me regardait pas du tout dans les yeux. Tu sais, un bébé, ça va avoir tendance à regarder quand même son parent. Ouais. Fait que ça aussi, là, c'est de là qu'on parle d'un contact visuel pauvre. Ouais. Un fuyant, dans le fond, Ouais. ce qu'on pourrait appeler. Là. OK, super, ça. Puis, dans le fond, ça se manifeste à différents degrés parce que, premièrement, chaque enfant TSA est différent. Donc, pas parce que, tu sais, un enfant peut avoir beaucoup de manières de gestes stéréotypés et avoir d'autres aspects du TSA qui sont moins présents. Mais aussi, il y a le degré de sévérité. Hein. Il y a des enfants auxquels c'est très, très, très dans le tapis pour plein d'aspects. Fait que j'aimerais ça un peu que tu nous parles là, de ces degrés-là, en fait. Oui. Puis là, en fait, on ne dit pas en TSA degré de sévérité, mais en fait, niveau de soutien. Oui, c'est en fait un niveau de soutien. En fait, on dit niveau de soutien parce que l'enfant n'est pas plus ou moins TSA. Il présente en revanche un plus ou moins bon niveau de fonctionnement. Fait qu'on va souvent dire, c'est ça, niveau de fonctionnement. Donc, il y a le niveau 1 nécessitant de l'aide, le niveau 2 nécessitant une aide importante et niveau 3 nécessitant une aide très importante. Puis en fait, là, ces niveaux-là peuvent être difficiles à établir au moment du diagnostic, mais le niveau peut tendre à changer s'il y a une réévaluation. Oui, parce que j'ai déjà vu ça, là, un enfant qui était comme évalué comme au niveau 2, puis qu'on revenait plus tard, puis il était rendu à un niveau 1. Exactement. Donc, au fil de son développement, parce qu'aussi, il faut se dire qu'un enfant en bas âge de 0 à 5 ans, ça se développe tellement rapidement, puis il y a tellement de choses qui peuvent changer que ça peut être simplement son développement normal qui est un petit peu plus lent, puis à un moment donné, il peut avoir un petit boost, là, ça débouche, puis il développe plein de capacités, puis des fois, ça peut venir jouer aussi sur comment qu'on percevait, en fait, son niveau de soutien qu'on devait lui apporter. Totalement. Si je peux donner un exemple, oui. Niveau 3, exemple, nécessitant une aide très importante, bien souvent, on va parler de nos enfants, justement, qui ont un contact visuel pauvre, des grosses rigidités alimentaires, donc il ne va pas avoir un grand éventail là, d'aliments. Quand ils sont à la recherche tout le temps sensorielle, résistance à contact physique, des enfants là, qu'on va dire qui sont non-verbales aussi, ça réfère beaucoup au niveau 3. Souvent, niveau 1, c'est les enfants là, justement qui vont être très bons à l'expressif, tu sais, quand même, qui vont avoir un bon fonctionnement. Souvent, les enfants qui vont être en mesure d'aller dans des classes régulières plutôt que des classes Adaptées. Adaptées, exactement.
Mais ça fait quand même un beau survol, en fait, des niveaux de soutien et non des degrés de sévérité. Effectivement, dans le fond, puis les enfants aussi, là, moi, ce que j'entends souvent des parents qui ont des enfants à accompagner, qui ont un TSA, en fait, c'est aussi le sommeil. Les nuits sont difficiles, ils dorment très peu. Oui, vraiment ça, on le voit très souvent. Puis, en fait, c'est que les enfants qui nécessitent un aide très important, donc un niveau de soutien 3, en fait, souvent, là, le coucher va être très difficile parce que c'est des enfants qui sont souvent à la recherche sensorielle, donc qui vont être très stimulés par tout ce qui est bruit, lumière, puis ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc, le parent, bien souvent, bien, c'est ça, ils vont être tout le temps très stimulés à la maison. Fait que là, ça devient difficile de les coucher. Puis, c'est des enfants que quand ils vont se réveiller la nuit, exemple, ils se réveillent à 3h30, eux, dans leur tête, ben on se lève, c'est terminé, c'est le jour. Ouais. Tu sais, ils vont avoir vraiment une incompréhension de qu'est-ce qui est la nuit, le jour aussi. Je l'avais nommé, en fait, de prime abord que le trouble du sommeil, les troubles de sommeil, pardon, là, faisaient partie, en fait, des caractéristiques typiques là, des enfants. Oui. Puis, je sais que Camille, tu travailles en CPE et souvent, là, dans mon travail, je collabore aussi avec les CPE et les garderies. Puis, c'est souvent un sujet qui nous aborde, là, que l'enfant, c'est difficile au niveau de la sieste. Fait que ça, c'est quelque chose dans les garderies, les CPE qu'on va souvent travailler. Puis, ça arrive des fois qu'on arrive à dire, ben, tu sais, l'enfant, il dormira pas, mais on va lui apprendre à, exemple, rester sur son matelas. On va mettre du tape, du papier collant sur le sol. Il va rester dans son coin. Puis là, il va avoir un petit jeu, un petit bac de jeu. Puis c'est avec ça là, qu'il va s'occuper pour le reste de la sieste. Souvent. Puis c'est que souvent, quand l'enfant dort à la garderie ou en CPE, le parent, le soir, n'est plus capable de le coucher. Ça l'arrive vraiment très souvent. Mais je veux dire, aussi pour les enfants neurotypiques, ça l'arrive aussi. C'est souvent quand ils arrivent vers l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, les parents, ils disent là, à la garderie, là, la sieste, on peut-tu raccourcir parce que là, j'ai de la misère à coucher mon enfant? Fait que, tu sais, mais... Autant que la sieste est importante, parce que, tu sais, à cet âge-là, ça permet de récupérer, ça permet le développement du cerveau, ça permet la consolidation d'informations, puis aussi un moment où est-ce que dans une journée en garderie, c'est tellement chargé, on a beaucoup de routine, donc c'est important pour l'enfant d'avoir un moment de repos, mais effectivement, qu'il y a autant pour les neurotypiques que les neuroatypiques, ça peut être des fois là, un enjeu. Oui, exactement. Fait que ça clôt pas mal le sujet du dodo. Mais en fait, là, j'ai juste une petite mise en garde que j'ai pas pris le temps de faire là, avant qu'on aille à la pause, mais je tiens fortement à ce que personne ne fasse un autodiagnostic sur son enfant à la suite de l'épisode. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est si jamais vous avez un doute sur le développement de votre enfant, au retour de la pause, on va là, venir vous outiller un petit peu plus sur vers qui se tourner quand on doute que notre enfant peut peut-être présenter un retard de développement qui peut peut-être s'acoquiner avec un trouble autistique. Donc, on vous revient là, dans quelques instants. À l'écoute de la petite enfance. À l'écoute de la petite enfance. Re-bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Vous êtes toujours avec Camille et Anne-Marie pour parler du TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme. Donc, avant la pause, on a vraiment établi, en fait, c'était quoi le trouble du spectre de l'autisme, c'était quoi les caractéristiques principales qu'on voyait là, chez un enfant de 0 à 5 ans et c'était quoi les niveaux de soutien également de ces enfants-là. Maintenant, on va plus répondre à la question vers qui qu'on se tourne justement quand on doute peut-être d'un trouble autistique là, chez un de nos cocos. Oui, donc il y a deux choix. Soit en parler au médecin qui va faire une référence à Agirto ou appeler directement Agirto en passant par l'accueil social du CLSC. Là, Camille, tu dois te dire, c'est quoi ça, Agirto? Mais en fait, Agirto, là, les éducatrices aussi peuvent aider le parent. Parce également. que moi, j'ai déjà aidé des parents à remplir les documents et à s'inscrire à Agirto. J'ai déjà fait des suivis pour ça. Là. Oui, exactement. Mais effectivement, que je ne suis pas la professionnelle du Agirto. Donc, explique-nous ce que c'est, Anne-Marie, Agirto. Je t'explique. Donc, Agirto, c'est un programme qui s'adresse aux enfants entre 0 et 5 ans et leur famille. Ça vise à identifier le plus rapidement possible les indices de difficulté dans le développement de l'enfant afin de l'orienter
orienter vers les bons services. Donc, c'est pas juste pour le TSA, c'est aussi au niveau du langage. Aussi, on pense que l'enfant il a un retard global de développement, etc. Donc, c'est vraiment Agirto qui va s'occuper de cela. Au niveau du fonctionnement, Agirto va discuter avec les parents des traits, difficultés, etc. Et ils vont décider s'ils envoient l'enfant en processus de diagnostic. Oui, puis ça, dans le fond, c'est quand même un processus qui est assez, là, c'est simple. Le système, il est simple, puis ça peut juste être long. Oui, exactement. Tout à fait, c'est simple, mais c'est long. Puis parfois, les parents, là, ils peuvent se perdre un peu, mais quand c'est bien expliqué, on se retrouve. Oui, puis il faut aller chercher aussi l'accompagnement. Là, comme tu as dit, oui, on peut faire la demande par les médecins, mais on peut aussi aller nous-mêmes au CLSC poser nos questions. Là. Exactement. Donc, oui. Ça vaut la peine, là, ça nous apporte. Là. Puis une fois que ton enfant est rentré dans le système un peu, ben il en ressortira pas là, tant qu'il n'y a pas eu les services qui est jugé nécessaires par les spécialistes qu'il va voir. Oui, exactement, tout à fait. Donc, voilà une porte d'entrée si jamais on a un doute. Maintenant, là, en fait, j'aimerais ça que, là, tu nous expliques comment rentrer, mais comment ça se déroule, en fait, exactement. ce diagnostic-là. On dit que c'est simple, mais comment ça se déroule? Moi, en fait, Camille, je rentre après ça, le processus de diagnostic. Moi, j'arrive après, fait que je vais en parler après de moi, où est-ce que je suis là-dedans. Oui! Donc, je me suis... comment on dit ça? Je me suis donc référée à ma collègue Lydia Machin-Carrier, orthophoniste, qui m'a tout expliqué le bon processus diagnostique. Alors, merci Lydia. Merci Lydia! Oui. Donc, dans le processus diagnostique, si l'enfant a moins de 5 ans, il va y avoir un dépistage par une psychoéducatrice, puis il va y avoir une éducatrice qui va venir faire de la stimulation globale auprès de l'enfant. Ensuite, il va avoir un orthophoniste et psychoède impliqué, parfois un psychologue ou une neuropsychologue également. Et après, il va se faire une évaluation diagnostique. Oui. Donc, après ça, au niveau de l'évaluation, ça va se faire soit en rencontre de salle de stimulation, de domicile, visite au CPE ou à la garderie. Parfois, il va y avoir une évaluation complémentaire en orthophonie, donc une évaluation plus dirigée vers le TSA, moins complet qu'une vraie grosse éval en orthophonie, selon le langage de l'enfant. Après, il va y avoir un rapport écrit qui documente les signes TSA. Et là, ensuite, le rapport est envoyé au médecin, pédiatre ou neuropsychologue, dépendamment de qui était déjà dans le suivi. Puis, c'est eux qui décident s'il y a diagnostic ou non. OK. Quand même. Ouais. Mais, comme tu l'as dit, c'est quand même un processus vous allez être guidé dans ce processus-là. Oui. Puis, est-ce que tu sais s'il y a aussi du support également pour la famille? Parce qu'on s'entend que ton enfant reçoit ce diagnostic-là, ça doit quand même être un choc et on n'est pas outil, monsieur, madame, tout le monde, pour avoir à intervenir avec des enfants qui ont un TSA. Oui, exactement. Au niveau là, du soutien à la famille, il y a une psychoéducatrice là, qui est déjà assignée là, au dossier de l'enfant. Donc, la psychoéducatrice là, peut faire un suivi auprès des parents, de savoir comment ça se passe suite au diagnostic. Mais aussi, on offre un groupe qui s'appelle Au-delà du TSA, puis qui vient tout expliquer aux parents là, comment ça en fait, c'est quoi le TSA. Puis, ils voient le processus de deuil dans ce groupe-là, ce que je trouve super intéressant puis que je recommande vraiment à tous les parents. Fait que ce groupe-là aussi qui se donne. On remet aussi la documentation là, aux parents nécessaires. Puis, mais tu sais, aussi, il y a des parents qui nous disent « Regarde, moi, je fais mon bout de chemin avec ce que j'ai. » Tu sais, c'est comme, là, j'ai reçu le diagnostic. Oui, il y en a que ça prend un moment là, avant de décanter, puis c'est tout à fait normal. Mais pour les parents là, qui veulent tout de suite se mettre dans le bain, sachez que les gens, oui, accompagnent votre enfant, mais vous faites partie du développement de votre enfant, donc ils vont aussi vous écouter, là. Oui, exactement. Et vous référer si jamais c'est pas dans leur domaine. Oui, exactement. Puis, je sais que on est à la petite enfance, mais j'aimerais te parler quand même de l'âge scolaire, parce que en fait, au niveau de
là, tu vas voir pourquoi je te parle de l'âge scolaire, mais en fait, c'est que c'est le même processus, mais il n'y a pas d'éducatrice qui va faire de la stimulation auprès de l'enfant. Puis, en fait, c'est que souvent, il va avoir un diagnostic provisoire à la petite enfance. Ça arrive très souvent. En fait, le diagnostic provisoire va se donner si le médecin n'est pas assez convaincu d'un possible TSA, mais il désire avoir une évaluation formelle quand même. Donc, il peut avoir une offre de service là, à ce moment-là. C'est moi qui entre en compte quand je parle de l'offre de service. C'est bon, ça. Puis, si le médecin, aussi je voulais le mentionner, si le médecin, le pédiatre ou neuropsychologue écarte le TSA, l'enfant est souvent référé là, en déficience physique ou en service GED ou rien, si l'enfant n'a juste pas de besoin. OK, oui, c'est ça, parce que, oui, là, quand tu rentres dans Gerto, comme tu l'as dit, ça peut être juste parce que l'enfant a un problème, un défi au niveau langagier, Exactement. mais que finalement, on découvre qu'il peut avoir autre chose aussi qui se cache derrière ce trouble langagier-là, Exactement. dont le TSA. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous passez par Agerto que c'est parce que vous avez nécessairement un doute absolument sur le trouble autistique, ou ça peut être là, sur le développement global de votre enfant. Exactement. Puis, au niveau du diagnostic provisoire, en fait, là, le diagnostic ne va pas toujours rester provisoire dans le néant. En fait, souvent, là, quand que c'est ça, ils ont l'âge scolaire, il va réavoir une évaluation un peu plus tard. Là. Oui, c'est ça, pour justement venir statuer est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il l'est pas. Oui, exactement. Puis après ça, on va évaluer, j'imagine, le niveau de soutien, etc. Exact. Si Puis, on y va de l'avant. Souvent, au niveau du diagnostic provisoire, c'est souvent des enfants là, qui ont un niveau de soutien de niveau 1 ou de niveau 2. Parce que souvent, niveau 3, ben, les traits de TSA sont vraiment plus flagrants. Fait que, oui, en effet, que c'est ça. C'est plus flagrant comme tu viens de nous le mentionner. Donc là, tu nous as bien expliqué comment en fait s'est déroulé le diagnostic. Mais là, j'aimerais savoir, là, toi, tu arrives au moment plus de l'accompagnement. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles, en fait. C'est ton volet, là. Vas-y. Oui, exactement. Donc là, exemple, là, que l'enfant vient d'avoir son diagnostic. En fait, là, on passe à mes services en DITSA. Alors, comment ça se passe, en fait? Moi, je reçois un enfant et là, dans ma charge de dossier. Puis, en fait, je vais rencontrer les parents. On va présenter les services. C'est souvent des épisodes de services là, entre 3 mois et 6 mois. Puis là, je vais faire une cueillette de données pour le premier mois afin d'observer là, les différents traits de l'enfant, ses intérêts, créer mon lien, les besoins. Puis après ça, je vais m'asseoir avec les parents. Puis, on va échanger ensemble sur les besoins, qu'est-ce que les parents veulent prioriser au plan d'intervention. Alors là, on va faire le plan d'intervention et après, on va mettre en action le plan d'intervention. C'est pour ça que je collabore avec différents milieux comme les garderies, les CPE, que aussi je vais à domicile. Tu sais, mes rencontres, souvent, tu sais, je fais de la stimulation, beaucoup de stimulation avec l'enfant. Fait que je vais aller à la maison, puis là, je fais des stimulations. Après ça, je vais au CPE, puis là, je vais voir comment ça fonctionne au CPE. Je parle aux éducatrices dans les garderies, même chose. Et aussi, je sais qu'on est à la petite enfance, mais je vais aussi dans les écoles pour voir comment ça se passe. Puis, tu sais, souvent, je vais recevoir un enfant dans ma charge de dossier et on va me dire tout de suite, bien, c'est à l'école que ça fonctionne pas, tu sais. Fait que tout de suite, je vais à l'école puis je vais discuter avec qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis le plan d'intervention, les objectifs vont être en lien avec qu'est-ce qui se passe à l'école, tu sais. Fait que pour tous les enfants, c'est vraiment différent, là. Je collabore avec... C'est ça qui est le fun, tu vas vraiment chercher, en fait, tu vas aller... cible le besoin, puis tu vas aider directement dans le milieu de vie. Donc, tu es vraiment là. Oui. Comment ça se passe réellement, là. Donc, c'est très... Oui. Comme tantôt, je te disais, là, c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui est terrain, qui est vraiment là pour le vivre avec l'enfant. Comment ça se passe, là. Oui. Puis, j'aime beaucoup travailler avec les familles, collaborer avec les familles. Tu sais, c'est ça. Je collabore avec des familles qui viennent d'avoir le diagnostic de leur enfant ou, tu sais, récemment. Fait que travailler aussi avec eux, tu sais, ça arrive encore que des fois, les parents sont dans un processus là, de deuil ou autre. Fait que c'est vraiment enrichissant de travailler avec eux. C'est très humain. Puis c'est ce que j'aime. Ah, mais c'est vrai que c'est très humain. Tu sais, je pense qu'on est beaucoup dans la relation d'aide avec cette clientèle-là. Puis c'est ça qui est beau à voir, puis de voir aussi toutes les petites victoires qu'on a avec ces enfants-là. Là, oui, exactement. C'est magique. Tu sais, j'ai déjà travaillé avec une maman, là, elle était très anxieuse là, d'aller dans
dans les magasins car l'enfant là, avait un diagnostic de niveau 3. Fait que c'était un enfant là, qui faisait beaucoup de bruit dans les magasins, beaucoup d'autostimulation et tout. Fait que j'avais travaillé avec elle, là, le fait d'aller d'aller dans les magasins, puis de sensibiliser les gens, là, tu sais, de hey, tu peux le mentionner que ton enfant est TSA, puis hey, là, en ce moment, là, il fait des vocalises parce que, il fait du flapping parce que. Fait que ça, on a fait un super de beau cheminement par rapport à ça, là, Ah, tu ça, sais. c'est hot. Ouais. Puis ça l'aide tellement, tu sais, oui, on aide l'enfant, puis, mais c'est tellement la maman se sentir de changement. Déjà qu'elle fait un deuil que mon enfant n'est pas neurotypique, mais là, elle veut pas faire un deuil de toutes ses activités quotidiennes non plus. Fait que d'être en mesure d'intégrer l'enfant, parce que c'est ça qu'on veut, hein, qu'il soit intégré avec nous, ben ça, c'est ben, chapeau à toi. Merci beaucoup! Oui, prends-les. Ben oui, c'est ça! Puis là, tu fais nous nommer en fait une intervention que tu as faite là, vraiment là, au niveau là, dans le noyau familial. Mais est-ce que tu as d'autres types de comportements ou d'interventions que tu aimerais nous nommer là, en exemple? Oui, ben je vais commencer par dire que TSA égale structure, OK? L'enfant TSA a besoin d'une structure pour se retrouver dans le temps. Puis aussi, c'est des enfants qui vont souvent être très anxieux, qui vont chercher à gérer leur environnement. Fait que c'est à nous, l'adulte, de leur apporter une routine à la maison, quelque chose qui va stabiliser le comportement anxieux. Donc, d'être prévisible. Oui, je me souviens, Nicole Tardif, on salue Nicole, qui était mon accompagnatrice de stage là, 2 en DITSA. Elle m'avait nommé comme exemple, tiens Marie, c'est même nous pour les adultes, exemple que tu décides de partir de Trois-Rivières à Québec à un endroit précis, exemple que tu es sur l'autoroute, puis tu n'as pas de pancarte. Tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. C'est la même chose pour nos enfants TSA. Ils ont vraiment besoin de visuels, puis c'est de là que, là, je vais en parler, qui ont beaucoup besoin de visuels pour se retrouver dans le temps, pour savoir où ce qui... pour savoir leur transition. Oui, c'est ça. Donc, on utilise beaucoup de pictogrammes, en fait, là, Oui. et le cahier PEX. Oui. Donc, pour nos enfants, là, c'est vraiment là, qu'est-ce qui vient avant, après, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Oui. qui est là, c'est tout. Là. Oui, exactement. Tu sais, même des enfants qui ont des comportements, souvent... Avec les enfants neurotypiques, on va chercher à faire un retour avec l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, j'explique aux éducatrices, aux parents, l'enfant TSA n'est pas du tout là. Avec l'enfant TSA, c'est maintenant, après. Puis on passe à la prochaine étape. Oui. C'est là que le bon comportement va finir par rentrer, tu sais. Mais c'est ça, c'est des enfants qui sont comme pas capables de faire des retours souvent en arrière, tout le temps maintenant, après. Oui, puis c'est ça, c'est des enfants aussi qu'il faut comme comprendre comment leur cerveau fonctionne pour pouvoir les aider, parce que sinon, nous, on va vouloir les aider de la manière qu'on aimerait être aidés, mais non, là, c'est pas ça, là. Donc, c'est vraiment dans l'action du moment, puis imager ce qu'on fait, puis utiliser, mettons, les mêmes mots, là, genre... On s'en va manger. Pas genre, on va chercher un snack, on va assis-toi à table. Tu sais, c'est vraiment comme, là, c'est l'heure du dîner, mettons. Tu sais, c'est l'heure du dîner où on va manger. Tu sais, c'est exactement. quoi qu'on fait, là. Oui. Tu sais, souvent, je fais des éducatrices, puis « Ah, là, viens t'asseoir là-bas sur la table. » Non, prends la main de l'enfant. Bien, là, on parle d'enfant de, exemple, niveau d'accompagnement 3. Mais prends la main de l'enfant, on lui montre le pictogramme assis. Assis, après le pictogramme manger. Manger. Vraiment, tout doit être décortiqué. Sinon, l'enfant ne te suivra pas ou il ne sera pas interpellé. C'est qu'en fait, l'enfant TSA, souvent, il n'est pas intéressé, interpellé par qu'est-ce qui se passe autour de lui parce que tout se passe dans sa petite tête. Fait que, oui, c'est vraiment beaucoup pour eux. Fait qu'ils essayent de gérer tout ce qui se passe alentour d'eux. Puis des fois, c'est très... c'est ça devient très... Ils reçoivent trop d'informations, en fait, pour toutes les personnes. Il y en a tellement qui se passent dans sa tête. Souvent, on va dire qu'un enfant TSA, c'est un enfant qui est dans sa bulle. Oui. C'est des choses qu'on voit souvent des gens. Là, on est dans sa bulle. On dirait qu'on n'est pas capable d'intégrer des fois leur petit monde. C'est tellement... Mais par exemple, on les voit qu'il se passe quelque chose. Là. C'est tout le temps plein. Puis des fois, ils reçoivent juste trop d'informations puis ils sont pas capables de toutes les gérer, ces sensations-là. Là. Oui, exactement. Là...
Au niveau des pictogrammes, oui, ça se peut que ton enfant, les pictogrammes, ça ne lui parle pas. Oui. TSA ne veut pas dire « je vais utiliser des pictogrammes toute ma vie ». C'est pas une recette magique, là. Exactement. Mais je vais quand même avouer que oui, à l'enfance, on les utilise vraiment beaucoup. Puis, tu sais, honnêtement, depuis que je travaille là, j'ai eu beaucoup de succès, là, je peux dire, avec les pictogrammes. Mais quand ils sont très petits, en fait, c'est ça. Souvent, on va commencer à l'objet. Donc, exemple, là, que l'enfant, tu vois que l'enfant a... je veux dire que, genre, sa couche était... Sa couche est pleine. Oui. Exemple que tu vois que là, l'enfant, sa couche est pleine, bien, ça va être de lui montrer une couche pour lui signifier que là, c'est le moment de changer sa couche. Si, exemple, c'est le moment de boire, ça va être d'y montrer une bouteille, c'est le moment de boire. C'est le temps d'aller jouer, exemple, dans la salle de jeu, ça va être d'y montrer, exemple, un ballon. Donc là, donc l'enfant associe un objet à qu'est-ce qu'il s'en va faire. Fait qu'avec tout petit, souvent, on commence par ça. Et après ça, quand on voit que l'association des objets, là, ça va bien, puis qu'ils ont pris en âge, là, on peut commencer à essayer les pictogrammes. Et là, parfois, il y a des enfants que les pictogrammes couleurs, ça va être trop stimulant pour eux. Il y a trop de détails, fait que ça va être en noir et blanc. Et là, ensuite, on peut intégrer les pictogrammes de couleur. Et là, quand ça s'est fait, c'est un long processus, mais quand ça s'est fait, on peut commencer à regarder pour l'utilisation d'un horaire ou des indices de transition. Donc, indice de transition, en fait, c'est que on va donner le pictogramme, exemple de l'enfant de la couche. On va donner le pictogramme à l'enfant de la toilette. Et là, il va devoir aller le pairer avec son indice de transition, donc avec l'image pareille de la toilette à côté de la salle de bain. Fait que toutes les transitions, c'est ça. Puis après ça, on peut commencer à penser à un horaire là, imagé. Oui, c'est un long processus, mais c'est un processus qui est payant une fois bien établi. Là. Oui. Puis ça l'aide vraiment. Là. Puis c'est des enfants aussi qui se désorganisent facilement, comme tu as dit tantôt, ça prend de la structure. Donc, il faut être structuré puis être assidu. Je pense que c'est un mot-clé. Vraiment. Puis c'est ce qui, des fois, nous dépasse en tant qu'adultes. Hein, être assidu, je pense que c'est ce qui est le plus difficile, je pense, pour nous. En tout cas, pour moi, en tant qu'intervenante, en tant que personne qui agit sur le plancher, des fois, d'être comme... Tu sais, des fois, on aime ça faire des petites exceptions, on aime ça changer un peu la routine, faire un changement. Tellement. Mais c'est pas des enfants qui aiment ça. Tellement. Mais, par contre, on veut pas que l'enfant reste strict envers sa routine. Puis ça peut se travailler, les changements. Exemple, on a un pictogramme, là, que c'est un triangle jaune avec un point d'exclamation dedans, puis ça veut dire changement. Ouais. Fait que ça, tu peux venir le mettre à l'horaire de l'enfant. Puis là, regarde, exemple, qu'on est en CPE, puis il y a une rente plaçante. Oh, regarde, il y a un changement. Aujourd'hui, c'est Madame Annie. Puis là, oh, regarde, tu peux aller saluer Madame Annie. On lui dit bonjour, Madame Annie. C'est pareil comme Madame Audrey, exemple. Bon. Oui. Fait que, tu sais, les changements, ça se travaille. J'ai aussi comme exemple, j'ai une enfant que j'avais en suivi que quand j'arrivais à la garderie, elle me disait en haut, ce qui voulait dire on va faire les activités en haut. Ouais. Puis, il y a une journée que je suis arrivée à la garderie et j'ai dit à l'éducatrice, est-ce que je peux faire ma stimulation, mais en bas? L'éducatrice m'a dit oui. Alors là, j'ai dit non, regarde, aujourd'hui, on fait les activités en bas. Puis là, tout de suite, on voit que ça l'a... ça l'a déstabilisé un peu. Puis là, elle me disait, non, en haut. Là, j'ai dit, regarde, en bas. Puis là, je l'ai installé, puis là, c'est rentré. Fait que c'est comme ça qu'on peut aussi travailler des petits changements. Oui, absolument. Là. Parce que, tu sais, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Là. Par exemple, moi, j'avais toujours l'heure du dîner à 11h30. Puis j'avais moi aussi un TSA, un T4 dans mon groupe qui était un niveau 3. Puis la cuisinière est arrivée avec le repas à 11h40 ce midi-là. Ben, tu sais, 10 minutes, lui, il ne comprenait pas l'aiguille avait dépassé parce que moi, il savait que l'orientation des aiguilles, il y avait 5 ans, là. Il savait que les orientations des aiguilles, quand c'était 11h30, c'était le dîner. Bien là, il ne comprenait pas, il n'avait pas son assiette devant lui à 11h30. Mais tu sais, c'est des choses aussi que des fois qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est d'habitude, justement, l'enfant qu'il y a des choses qui sont fixes, puis il y a des choses que, tu sais, il sait, par exemple, que quand son assiette, après l'assiette, c'est quoi? On va se laver les mains, toilette, matelas, mettons. Oui. Tu sais, il savait... La chaîne reste la même s'il y a un changement d'un maillon.
Exactement. Puis, il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser pour ça. Tu sais, par exemple, j'ai des parents qui me disent « Hey, il veut toujours écouter le même film. » J'ai dit « Ben, toi aussi, tu as le droit de choisir ton film un soir, là. » Fait que, tu sais, on peut montrer à l'enfant à l'aide d'un outil « Regarde, ce soir, là, c'est maman qui choisit ton film, mais demain, ça va être toi qui vas le choisir. Ouais. » Tu sais. Fait que c'est aussi comme ça qu'on peut apporter changement. Fait que je veux pas qu'on associe TSA égale on change jamais, on suit leur routine. Non, en effet. Non, je veux que les parents, la garderie sachent que oui, vous pouvez faire des changements, c'est juste qu'il faut l'apprendre à l'enfant, tu sais. Comme autre outil qu'on utilise avec nos enfants TSA, la minuterie. Et là, je parle d'enfants TSA, mais honnêtement, les parents, pour les enfants aussi neurotypiques, c'est magique. Donc, la minuterie, c'est une minuterie que tu vas en fait venir mettre le temps. Exemple que, je sais pas, l'enfant, c'est difficile l'habillage le matin, donc tu peux venir mettre 5 minutes. Et là, l'enfant, le 5 minutes est en rouge, et là, le rouge, il va diminuer il à va mesure diminuer, que le temps exactement. diminue. Il va diminuer à mesure. Merci, Camille. Ça me fait grand plaisir. Il va diminuer à mesure. Et là, quand les 5 minutes est terminé, bien, ça va sonner. Donc là, ça dit à l'enfant, « Ah, là, je suis supposée être prêt. » Puis ça, souvent, ça donne une petite motivation là, à nos enfants pour se préparer ou autre. Ou avec nos TSA là, de niveau 3, souvent, ça vient aussi les structurer là, dans le temps. Exemple, au niveau de, OK, là, on s'en va jouer dehors. Bien là, on met la minuterie 20 minutes. Quand le 20 minutes est terminé, OK, là, après, on s'en va manger. Fait que là, tu mets la minuterie, c'est 30 minutes manger. Fait que là, c'est ça. Pour chaque transition. Autant qu'on veut que les horaires soient souples en CPE, autant que des fois, pour eux, c'est plus facile d'avoir moins de souplesse à ce niveau-là. Oui, exactement. Parce que sinon, c'est difficile. Ils n'ont pas cette notion de se repérer dans le temps. Donc, c'est sûr que c'est des outils pour les aider, mais c'est sûr que habituellement, comme on le dit, dans les CPE, on veut vraiment suivre le rythme de l'enfant, mais ces enfants-là, des fois, ils ont besoin d'un petit peu plus d'accompagnement pour suivre un peu le rythme de la garderie, parce qu'eux autres, leur rythme dans leur tête, qui n'existe pas. Oui. C'est abstrait pour eux, le exactement. temps. Puis, pour faire un lien avec, tantôt je parlais là, des difficultés au niveau du sommeil, il y a la gros clock qui existe aussi, là. Puis c'est un peu, je trouve, le même principe que la minuterie, mais ça montre à l'enfant quand c'est le jour et quand c'est la nuit. Donc, souvent, on a des enfants là, qui vont se réveiller la nuit, puis là, la gros clock, bien là, elle est bleue. Donc là, l'enfant peut dire « Ah non, regarde, c'est pas encore le jour, c'est bleu. » Puis là, souvent, ça va aider là, à nos enfants à se recoucher. Donc, autre outil que je voulais partager. Oui, même pour les enfants, comme on dit, le neurotypique, là, des fois, la nuit, en fait, c'est souvent un cheval de bataille dans beaucoup de familles, là, la nuit. Puis la gros clock est souvent utilisée et conseillée, peu importe si l'enfant est neurotypique ou neuroatypique. Là. Oui. Je peux parler, Camille, un peu là, de les stimulations que je fais là, en accompagnement avec les enfants. Donc, c'est sûr que ça dépend là, du niveau de soutien de l'enfant, mais en fait, là, moi, comment je fonctionne, puis on ne fonctionne pas toutes comme ça, mais on apporte toutes quand même une structure en stimulation. En fait, là, moi, j'installe 3 bacs sur la table qui sont identifiés de 1 à 3. Et là, je dépose une activité dans le premier bac, une deuxième dans le deuxième, puis une troisième activité dans le troisième bac. Et jusque-là, ça fait du sens. Oui. Et là, exemple qu'on prend un enfant là, qui est de niveau 3. Exemple qu'on prend un enfant là, qui est au niveau de son langage, là, qu'on dit qu'il est non-verbal, puis que je veux travailler les demandes. Donc, je peux prendre un jeu qu'il aime beaucoup. Exemple, on va prendre un jeu d'insertion de balles. Alors là, je vais mettre le jeu devant elle. Je dis elle. C'est une petite fille dans l'exemple. Oui, c'est ça, c'est une petite fille. On va dire... Elle s'appelle Florence. Oui, on va dire qu'elle s'appelle Florence. Donc, Florence, je vais mettre le jeu devant elle. Et là, je vais lui montrer à mettre la balle dedans. Et là, après ça, je vais reprendre la balle et je vais faire le signe encore. Et là, quand je parle de signe encore, c'est qu'on utilise beaucoup les signes de main animés avec nos enfants TSA. C'est vraiment la première chose qu'on va travailler en langage. On va, tu sais, exemple que, je sais pas, c'est l'heure du dîner, on peut prendre l'aliment puis le mettre à côté de notre bouche et dire « carotte ». Puis là, tu sais, l'enfant peut répéter, mais on va vraiment commencer, on veut que l'enfant fasse des demandes allectives, beaucoup langage expressif. Est-ce que vous pouvez utiliser le langage signé bébé? Oui, OK. c'est ça.
Ça ressemble vraiment beaucoup à ça, là. Encore, c'est les deux petites mains collées. Fini, Fini, comment on on dit s'essuie ça? les On mains s'essuie les comme. mains, oui. On s'essuie les mains. Aider, c'est les deux mains jointes, là. Ah ouais? Oui, les deux mains jointes. Moi, je disais ça comme ça, aider. Je Ah suis pas oui? rapport. Moi, je me tapais le torse pour aider. Mais c'est peut-être moi, là. Mais des fois, on le modifie, on dirait, hein. On s'habitue à quelque chose, à un moment donné, je le montrais autrement, je pense. Mais c'est pas grave, on se comprend tout le monde. Ben oui, Lui, je comprends quand il me le fait, c'est pas qu'il comprenne, c'est ça l'important. c'est ça l'important. Mais, fait que c'est ça, on va vraiment commencer avec ça parce que souvent, l'enfant non-verbal, en fait, il est dans sa petite bulle, lui, il fait pas de demande. Fait que là, le parent va un peu deviner qu'est-ce qu'il veut ou va pointer, mais dira pas de mots. Alors là, c'est de venir utiliser les signes. Alors là, je reviens à Florence avec sa balle. Donc là, je vais prendre sa balle, puis je vais lui montrer encore avec mes mains. Si elle fait le geste, je vais lui donner la balle. Si elle ne le fait pas, je vais prendre ses deux mains et faire le signe pour elle. Et ça, on appelle ça du main sur main. Fait que c'est comme ça que je travaille beaucoup avec les enfants. Si l'enfant ne fait pas de jeu fonctionnel, quand je parle de jeu fonctionnel, je vais donner un exemple. Exemple que je donne des autos à l'enfant. Il va les aligner. Mais là, c'est de lui montrer aller faire rouler. Alors, dans mon bac, je peux avoir une auto. Et là, je vais prendre l'auto, je vais la faire rouler. Et là, je vais dire « fais ça ». Et là, je le redonne à l'enfant. Et là, l'enfant va la faire rouler ou je vais l'aider en main sur main. Je peux aussi montrer à l'enfant là, à jouer avec exemple, une maison de poupée. Là, souvent, comment que je fonctionne, je vais prendre la poupée en photo dans la maison. Ouais. Puis là, je vais lui montrer la photo et je vais dire « fais ça » en pointant l'image. Et là, l'enfant va venir mettre la poupée dans la maison à la même place. Fait que c'est comme ça qu'on commence le jeu fonctionnel. Et là, il y a plein d'autres façons de le commencer, là. C'était bien des exemples. Ça dépend tout le temps aussi des intérêts de l'enfant. Oui, Là. c'est Mettons, ça. si tu vois que l'enfant fait toujours enligner ses voitures, ben là, tu vas utiliser ça pour faire comme, hey, la voiture, là, elle peut avancer, reculer, elle roule, la voiture. Je pense que tout le monde, là, genre, mon enfant a aligné des voitures. Je pense que tout le monde a eu cette panique-là un jour. C'est fou, là. Mais, c'est beau, des voitures alignées. C'est comme dans un parking. C'est très fonctionnel, dans le fond. Oui. Ils mettent un parking. Faut juste ajouter le parking. Mais c'est... C'est ça, faut juste ajouter le parking, dans le fond. On va juste faire des petites lignes à terre, il n'y en a pas de problème. Là, donc, tu viens vraiment de donner des beaux exemples, mais si, mettons, j'y allais plus avec un exemple général. Par exemple, là, un enfant qui ne reste pas assis là, sur sa chaise, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK. Donc là, OK. OK. J'adore. Si l'enfant comprend les pictogrammes assis, on peut lui montrer le pictogramme et le voir la réaction de l'enfant. Mais honnêtement, souvent, ça va prendre là, du soutien. Donc, on va lui prendre la main, puis on va venir l'asseoir. S'il se relève, ben non, regarde, c'est assis. Bon. On peut utiliser la minuterie. Parce que souvent, quand l'enfant ne veut pas rester assis, aussi, il y a une fonction là, au comportement. Pourquoi l'enfant ne veut pas rester assis? C'est sûr que si on est dans un local de CPE, qu'il y a plein de jouets autour de lui, ça se peut que lui... si, exemple, l'enfant présente des rigidités alimentaires puis que c'est l'heure du dîner, ça se peut que le pâté chinois l'intéresse vraiment moins que les jeux autour, tu sais. Ouais. Alors là, ça serait regarde, là, tu as la minuterie, on reste assis, on va commencer par 2 minutes. Puis là, ça sonne « Ah, bravo, tu vas rester assis! » Et là, on se lève. Puis on peut utiliser aussi des renforçateurs alimentaires. On peut aussi utiliser des renforçateurs jeux. Quand je parle de renforçateurs, je vais faire un exemple pour les adultes. Exemple là, qu'on a fini notre semaine, on est fatigué et là, on va se prendre une petite coupe de vino. C'est comme un renforçateur. Oui, c'est ça. Pour adultes. Ah, là, je comprends. Mais, donc là, c'est ça. Souvent, on va utiliser des renforçateurs alimentaires aux enfants aussi parce que ça leur parle beaucoup. C'est rapide. Donc, parce que souvent, renforçateurs social, donc bravo, sont moins interpellés par ça, parce que souvent, ils ne sont pas interpellés par l'adulte. Donc là, ah, bravo, on donne un Smarties. Là, ils comprennent mieux que, ah, je viens de faire quelque chose, tu sais. Je viens de faire quelque chose, l'adulte m'a donné quelque chose, tu sais. Oui. Ils font une bonne association comme ça. Fait qu'utilisation renforçateur alimentaire, minuterie. Si l'enfant ne reste pas assis, il y a aussi peut-être la posture. Honnêtement, dans les CPE, habituellement, les chaises sont bien adaptées, mais ça se peut que cet enfant-là, dû à son TSA, la chaise, peut-être qu'elle lui gratte le dos, on ne sait pas, peut-être qu'il est mal assis, il y a quelque chose qui le dérange, peut-être que l'enfant a besoin d'une chaise adaptée.
peut-être que l'ami à côté de lui, c'est trop proche. Puis, tu sais, ça va toujours être de dire à l'enfant, maintenant, c'est assis. Quand ça va sonner, après, c'est ça. Pour que l'enfant comprenne que... Parce que s'il veut un jeu en arrière, bien là, regarde, non, maintenant, on mange. Après ça, tu vas l'avoir, tu sais. C'est vraiment aussi de faire des défis qui sont adaptés à l'enfant, là. Tu sais, tu peux pas lui demander d'être la demi-heure au début assis à la table, oublie ça, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment des y aller micro-objectifs, exactement, là. Tu peux pas exiger la même chose qu'à tous, là. Exactement. Donc, c'est aussi aux intervenants de comprendre ça dans le milieu. Donc, c'est oui, toi, tu viens faire de la stimulation là, plus individuelle, puis tu vas venir travailler avec l'enfant, mais tu n'es pas là toute la journée. C'est pas toi l'éducateur principal de l'enfant. Donc, c'est important que ça soit une bonne collaboration, puis que les personnels éducateurs en petite enfance qui sont titulaires de groupes de ces enfants-là, qui viennent de faire les journées de congé, bien, qu'ils soient au courant de comment fonctionner, puis ces micro-objectifs-là. Fait que c'est vraiment, je pense, un travail de partenariat puis de collaboration que vous devez instaurer ensemble. Oui. Oh. Parce que sinon, ben, tu sais, on peut bien ramer, mais si on rame tout seul, on va pas loin. Oui, donc, puis quand on présente tes services aux parents au début aussi, je leur nomme. Écoutez, moi, oui, je vais faire un petit bout de chemin avec votre enfant, mais c'est pas moi en faisant mes stimes de... ça peut être 1 heure, 2 heures par semaine tu sais, exemple, qui veulent que l'enfant commence à dire des mots. C'est pas grâce à moi qu'il va commencer à dire des mots. Oui, je vais aider, mais il faut que les parents reprennent aussi à la maison, là, c'est très important, à la garderie aussi. Tu sais, si on voit que l'enfant a besoin de pictogrammes pour se retrouver dans sa journée, puis que, exemple, les éducatrices ne reprennent pas, bien, c'est sûr que l'enfant va continuer à faire des crises puis qu'il va être complètement perdu dans sa routine, là, tu sais. Fait que c'est super important, oui, de mettre en action là, les recommandations. Oui, puis de ne pas négliger non plus les recommandations dans le sens que, je pense que ça peut fonctionner sans ça. OK, oui, peut-être, mais peut-être qu'aussi tu vas te sauver, genre, 300 Tellement. crises, là. Tellement. Tu sais, puis tu le sais pas non plus, c'est très imprévisible. Un enfant, à base, c'est imprévisible. Donc, imagine avec un TSA, donc c'est très, très, très imprévisible. Oui. Donc, pas parce que tu penses que ta journée va bien qu'en 30 secondes, ça peut virer. Exactement. Mal. Puis, on salue ma collègue Janie Laurent qui est merveilleuse en comportement, là, TSA. Janie m'a dit, à Marie, ça prend 3 semaines à ce que l'enfant change son comportement et s'habitue à la nouvelle routine. Et j'ai toujours gardé ça en tête, c'est vrai. Puis ça, là, c'est dans tout, même adultes, même nous. Oui, mais c'est juste dans la constance, puis dans la cohérence du changement. Exactement. Parce que ça prend 3 semaines, mais si tu le fais 1 fois par semaine, attelle-toi, ma chum. Oui. Ça sera pas 3 semaines. Tu sais, souvent, avec nos partenaires parents, ils vont mettre l'horaire en place, puis là, ah non, il veut pas se diriger à l'horaire. Mais là, attends, tu viens de le mettre, ça fait 3 jours. Même pour lui, c'est nouveau. En fait, c'est juste normal, c'est de la nouveauté pour tout le monde. Puis il faut se dire aussi que, tu sais, on veut pas culpabiliser personne ici dans le sens que on le sait que c'est d'ouvrage. C'est du travail supplémentaire qu'on demande, mais c'est pour le bien de l'enfant. Puis si on le fait, c'est pas parce que on veut rajouter une charge pour que ça fasse beau, parce qu'on a des protocoles à atteindre. C'est vraiment pour aider l'enfant dans son développement, dans son fonctionnement, en fait. Là, de base, là, un TSA, ce qu'on veut, c'est améliorer son fonctionnement là, dans ses milieux de vie. Là. Exactement. Donc, écoute, ben merci de ces beaux exemples concrets. Pour vrai, c'était vraiment pertinent. Je pense aussi que ça va juste allumer des les gens qui ont des TSA habituellement sont bien renseignés. Des gens aussi qui côtoient des enfants avec des TSA sont bien renseignés à ce niveau-là. Mais des fois aussi pour les intervenantes comme les éducatrices en petite enfance qui ont des enfants dans leur groupe, mais qu'il y en a un par 7 ans, bien, c'est toujours des bons rappels à avoir. Puis aussi, le rappel de collaboration, moi, je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça, qu'on a besoin que tout le monde rame dans le même sens, puis que ça soit constant, cohérent avec l'enfant. Exactement. Que ça soit très clair. Tu sais, exemple que... vraiment, ce que je mentionne aux gens que je côtoie, aux gens que je rencontre, penser TSA égale structure. Fait qu'est-ce que je peux venir faire pour le situer dans le temps? Qu'est-ce que je peux venir faire, là? Qu'est-ce que je peux venir faire pour le situer dans le temps? Puis, maintenant, après. C'est penser à ça. Si on y va avec la base, si on retourne à la base, c'est ce qu'on veut. Vraiment. C'est ça qu'on souhaite pour cet enfant-là qui réussisse à fonctionner et à se repérer. Tu sais, ça me fait penser, j'accompagnais un enfant à sa visite à l'école et il était comme, il commençait une crise, puis là, non, je ne veux pas quitter l'école. Puis là, je lui répétais, OK, mais là, maintenant,
on s'en va. Après, tu t'en vas chercher du jus avec maman. Parce que c'était vraiment ça. Là. L'enfant s'en allait acheter du jus avec maman après. Puis là, tu sais, la crise continuait. Alors, je me suis mis à sa hauteur. Et là, j'ai dit, là, regarde-moi. Et en passant, on peut dire, regarde mon nez pour les cocos TSA. Ça, c'est une maman qui m'a appris ça, une maman intervenante. Parce qu'ils ont de la difficulté avec le contact visuel. Donc, regarde mon nez. Alors là, j'ai dit, regarde-moi. Et là, j'ai dit, regarde, maintenant, on s'en va de l'école, tu t'en vas en auto avec maman. Après, tu t'en vas chercher le jus. Puis, tout de suite, on a vu que la pression a diminué. Ça, c'est souvent l'angoisse aussi de ne pas savoir, de ne pas comprendre exact. Où ils sont. Donc, c'est puis ça aussi. Prendre le temps de se mettre à la hauteur de l'enfant. Tu sais, qu'il y ait le contact visuel, parce que souvent, c'est ça, tu sais, il monte dans ses comportements, puis là, on le perd, là, tu sais. Ouais. Ah oui, tellement. Puis, en fait, ce que j'aimerais, là, pour terminer, c'est que tu nous fasses un petit lexique sur les termes utilisés. Hein? On dit TSA, on dit autiste, on dit autisme, on dit maladie, on dit handicap. Mais c'est quoi les vrais termes qu'on doit utiliser quand on fait face à un trouble du spectre de l'autisme? Oui. Donc, trouble du spectre de l'autisme, autisme, c'est le trouble. Autiste, c'est une personne. Donc, en fait, c'est une personne autiste qui a le trouble du spectre de l'autisme. Oui. C'est bon, ça. Puis, en fait, là, la communauté autistique, en général, préfère lorsque on nomme personne. Donc, par exemple, une personne autiste. Donc, pas « il est autiste », on dit « il est une personne ». Exactement. Donc, il on est une rajoute le terme personne autiste. Parce qu'en fait, sinon, c'est comme si certaines personnes voient se faire appeler TSA comme si elles étaient un trouble. Mais en fait, non, t'es une personne à la base, là. Puis, tu sais, c'est dans tous les troubles, en fait, là. Oui. Puis, idéalement, le TSA, on nomme quand on parle du trouble et non de la personne aussi. Fait qu'on ne dit pas « je travaille avec des TSA », mais « je travaille avec des enfants autistes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ». Oui, je comprends. OK, Ouais. c'est pertinent. Puis, je pense que j'ai confiance aussi qu'il y a des gens qui vont utiliser « je travaille avec des TSA », sûrement pour faire plus court dans leur histoire, mais prendre le temps de bien nommer les choses, ça... c'est moins vexatoire, puis c'est plus accepté. Puis on veut pas faire des erreurs là, de lexique à ce niveau-là. Donc, c'est juste important d'être conscientisé qu'il y a différents termes, puis qui ont chacun un résultat. Exactement. C'est beau. Donc, merci Anne-Marie Ça me fait plaisir, de ton Camille. passage là, au balado. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, là, un petit salut? Je pense on a déjà dit salut à Lydia, Janie. Donc, salut encore les filles. Mais sinon, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes là, que tu aimerais saluer? Écoute, c'est sûr que j'aimerais saluer mon équipe en général parce que vraiment, on est une très belle équipe. Puis, on s'aide toutes mutuellement. On se donne des conseils par rapport à nos suivis. J'aimerais ça. C'est sûr que je vais peut-être avoir des parents qui vont m'écouter aussi. Puis, ils savent à quel point j'aime travailler avec eux. J'aime la collaboration. Les CPE aussi avec qui je travaille. Alors, je travaille en fait, là, tous mes collaborateurs aujourd'hui avec moi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. J'espère que je vais avoir plus informé les gens sur le TSA. C'est sûr que J'en suis certaine. C'est sûr que j'ai parlé vraiment de la base, là, parce qu'il y a tellement d'autres choses que j'aurais pu parler. Là, le PECS, on n'en a pas parlé, etc. C'est tellement varié aussi. Là. Mais non, mais je pense que tu as vraiment bien rempli ta mission que dans le balado d'environ 1 heure, de venir vraiment remplir ça d'informations pertinentes de A à Z. Donc, félicitations. Là. Moi, je suis très satisfaite de t'avoir reçu des informations que tu nous as données. Ben merci beaucoup, Camille. Ben ça me fait un grand plaisir de t'avoir reçu. Donc, ben merci aussi au studio là, du CFO 89.1 FM là, qui nous a permis d'enregistrer ce beau balado. Puis, on va remercier aussi également les auditeurs, là, comme tu viens de le dire, là, la nouvelle communauté peut-être là, qui vient du côté d'Anne-Marie, qui vont venir nous écouter. Sinon, là, je vais poursuivre avec ma petite formule habituelle. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires constructifs, des suggestions, des retours sur comment vous avez trouvé l'épisode. Tout se dit positif comme négatif. Tout est dans la manière de le dire. Donc, vous pouvez aller suivre le balado sur les différentes plateformes. Le lien vers celle-ci se retrouve en description. Comme les liens qu'Anne-Marie nous a donnés également, en fait, toutes les informations qu'elle va nous avoir données aujourd'hui, il va y avoir des liens en description si vous voulez aller approfondir là, vos recherches. Donc, merci 1000 fois et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup!
À l'écoute de la petite enfance.